Salam alaikum. Moi, je vois live. السلام عليكم. بسم Wa الله alaikum salam wa والصلاة rahmatullah. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ Salam بالله من alaikum. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bismillah, chers frères et sœurs, chères auditrices et auditeurs, bienvenue à notre émission en direct de ce dimanche exceptionnellement, puisqu'on a l'habitude de faire nos émissions le lundi, en compagnie de Shamsi, qui va se présenter tout à l'heure. Donc cette émission est consacrée à musulmans et écologie, quelles alternatives? Alors on parle beaucoup d'écologie depuis maintenant plusieurs années. Alhamdoulilah, dans la communauté musulmane, de plus en plus de gens sont sensibilisés sur cette question. Étant donné le mode de vie qui s'est mondialisé, qui est très centré sur le matérialisme et la consommation à outrance, on arrive à des limites et il y a une prise de conscience qui s'opère. Et bien sûr, en tant que musulmans, nous, dans nos sources, à travers le Coran, à travers le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on sait très bien que la création, elle a un sens. Cette création qui nous entoure, y compris nous-mêmes, nous indique la présence du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette émission, eh bien, on va s'intéresser justement à cette dynamique qui est qui est née depuis un certain temps au sein de la communauté. Donc, on a l'honneur d'accueillir notre frère Shamsi qui a bien voulu accepter cet entretien alors qu'il est très occupé en ce moment. Shamsi, est-ce que tu peux te présenter et puis ainsi que la page que tu animes, les permaculteurs musulmans? Donc, salam alaikum. Alaykoum salam. Donc, très rapidement, en gros, j'étais ingénieur industriel il y a 5 ans. Quand j'ai pris conscience que je contribuais à la destruction de la planète, même si c'était indirect, j'ai décidé de me sortir de ce système, de l'industrie et du salariat et de tout ce que je considérais comme néfaste pour la planète et en inadéquation avec l'éthique islamique. Du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai passé un bac agricole. En parallèle, je suis allé chez un frère en Bretagne qui était donc permaculteur musulman. Donc, j'avais avant d'y aller, donc j'avais eu l'idée de changer de vie, de passer du béton à la nature. Et du coup, je suis allé voir comment il faisait pour vivre, comment il se débrouillait pour vivre, etc. En étant proche de la création et de la nature. Et en étant chez lui, j'ai vu les hauts et les bas de ce mode de vie et ça m'a conforté. Je me suis dit que malgré tout, c'était mieux. Son mode de vie était meilleur que celui en ville et le mode de vie moderne. Et quand j'étais chez lui, donc c'était juste avant le 1er janvier, c'était fin 2015, on s'est dit, c'est dommage que l'islam soit aussi écologique, mais que les musulmans ne le soient pas. Et on s'est dit comment faire pour essayer de faire en sorte que qu'un maximum de musulmans vivent plus en adéquation avec l'éthique écologique incluse dans l'islam. Et c'est de là qu'est née l'idée de la création de cette page Facebook, donc Permaculteur musulman. Donc à la base, c'était censé être animé par les permaculteurs musulmans. Donc on s'est dit que Alors justement, Shamsi, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qu'est-ce que c'est que la permaculture? Parce que je pense que beaucoup se posent la question. Ok. Donc la permaculture, je vais vous donner ma définition, chacun a sa définition. En fait, c'est une façon de voir et de concevoir un mode de vie de la façon la plus durable possible. En fait, et moi, ça fait écho avec avec Maqasid Sharia, le deuxième, qui est la préservation de la vie. C'est que, en fait, en permaculture, pour vivre, il faut faire, comment dire, en dehors de la permaculture, mais tout être humain ou tout être vivant a besoin de se nourrir, a besoin de faire plein de choses pour vivre. Au cours de sa vie, il fait beaucoup de choses. Et en fait, la permaculture, elle prend en compte toutes ces choses et elle impose comme objectif de faire en sorte que toutes ces choses qu'on fera
soient les plus durables possibles. Donc, si je me nourris, il faut que ça soit le plus sain pour moi, pour ma santé. Il faut que ça soit le plus sain pour le sol, pour la nature. Donc, comme le bio, donc pas d'utilisation de produits chimiques, mais en plus du bio, donc vraiment une attention particulière portée au non-gaspillage d'énergie non renouvelable, d'eau, de pétrole, de plastique, etc. Et une intégration, une coopération entre les différents éléments du système. Donc, en permaculture, on s'inspire de la nature et donc, par exemple, de la forêt. Et dans une forêt, on voit que tous les éléments, ils sont en symbiose. Donc, il y a des arbres, il y a des plantes qui sont au niveau du sol, il y a des arbustes, il y a des animaux, il y a des végétaux. Il y a tout un mélange d'une très grande biodiversité. Et aujourd'hui, en agriculture, même en agriculture bio, on n'a pas forcément cette biodiversité et les associations de culture et l'association élevage plus culture végétale. Et donc, voilà, en s'inspirant de la nature, on va essayer dans un premier temps, de produire de la nourriture, mais aussi construire des bâtiments pour y vivre de façon respectueuse de l'environnement, de façon durable. En utilisant la terre, la paille, par exemple. En fait, la permaculture, c'est aussi une synthèse de tous les savoirs traditionnels paysans du monde entier. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on sait que, par exemple, en Amazonie, ils utilisent telle technique. Eh ben, on voit si on peut adapter cette technique en Chine ou en France, etc. Donc, on utilise les matériaux qui sont locaux, qui sont naturels, pour tout faire, aussi bien pour habiter que pour porter des choses, etc. Ça, c'est un idéal. Après, entre la théorie et la pratique, voilà, il y a un écart. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont utiliser du pétrole en plus ou moins grande quantité. Il y a des gens qui vont utiliser des technologies électroniques. Donc, voilà, c'est assez ouvert et c'est un peu comme l'islam, en fait. Il y a des gens qui vont pratiquer beaucoup, qui vont vraiment être dans les fondamentaux, et d'autres qui vont être plus ouverts, entre guillemets. Et ben, la permaculture, c'est un peu la même chose. Il y en a qui sont vraiment très à cheval sur les principes de base, et d'autres qui vont adapter en fonction de leur contexte, etc. D'accord. Et donc tu disais, par rapport à la page des permaculteurs musulmans. On a créé cette page en se disant, il y a sûrement plusieurs musulmans permaculteurs en France. Du coup, cette page avait pour objectif de les unir, de les faire découvrir entre eux déjà, de les mettre en relation et de présenter la permaculture aux musulmans. Et je refais, pardon. Au final, les objectifs de cette page, c'est de sensibiliser les musulmans à l'écologie via la permaculture, dans la mesure du possible. Ensuite, de sensibiliser les permaculteurs à l'islam, parce que en fait, quand on est dans le domaine de l'écologie, on se rend compte qu'il y a 50 à 80% des écolos convaincus qui sont convertis à l'islam. Et du coup, on se voit on prend conscience que l'écologie, c'est un moyen, c'est une porte par laquelle entrent beaucoup de convertis, alhamdoulilah. Et du coup, pourquoi pas se dire, il y a beaucoup de permaculteurs non musulmans qui s'intéressent à la nature, qui respectent la nature, qui sont d'une certaine façon musulmans. Ils n'ont pas la croyance, ils n'ont pas la foi, mais ils sont respectueux de la création. Et donc, en termes de mode de vie et de conception du monde. Sur leur mode de vie, hors pratique, ils sont plus musulmans que certains musulmans. Et c'était ça qu'on voulait un peu combler en se disant, voilà, si certaines personnes on arrivait à leur ouvrir une porte vers la foi, ça pourrait être bien, Inch'Allah. Ensuite, il y a le troisième objectif, donc créer un réseau d'entraide international, donc entre permaculteurs, entre producteurs, entre consommateurs, entre ceux qui ont des initiatives même artisanales. Par exemple, on a des sœurs dans le réseau qui fabriquent du savon bio, savon naturel. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des gens qui font des vêtements, enfin du textile, plus ou moins du textile écologique. On a des boulangers, des apiculteurs. Et ça, c'est à travers le monde entier, avec des musulmans et des non-musulmans. Alhamdoulilah. Donc en fait, oui, c'est ce retour un petit peu à comprendre d'où viennent les choses, à devenir autonome
Et c'est vrai que dans cette société où on consomme, on achète, on jette, là, le fait de revenir vers l'origine des choses, on s'attache plus à Dieu, puisqu'on le remercie davantage pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qui nous entoure. Et donc, cette page, c'est une page Facebook, hein, surtout, que tu Ouais. animes. Il y a un site, hein. Elle existe depuis combien de temps? Et pendant toutes ces années, est-ce que tu as vu une évolution, une forte évolution dans la conscientisation de la communauté musulmane? Alors, moi, j'ai créé cette page fin 2015. Depuis, je ne sais pas quelle est l'évolution auprès de la communauté, parce qu'en fait, il y a déjà une évolution auprès de la population générale. Il y a des Français et même des gens du monde entier qui sont de plus en plus sensibles à l'écologie, au bio, etc. Après, dans la communauté, je me pose la question si c'est par rapport aux médias et par rapport au respect de la planète, en disant bah voilà, on va préserver la planète, ou alors s'ils le font par acte d'adoration, en disant voilà, on fait en sorte de préserver le dépôt que nous a fait Allah, donc c'est une amana, aussi bien notre corps, notre santé que l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on est musulman, on n'a pas forcément la même intention. Et d'un point de vue évolution, ben effectivement, il y en a de plus en plus. Et justement, je discutais il y a quelques jours avec un professionnel du domaine par rapport à la consommation, où on a l'impression que, en fait, il y a deux groupes. Il y a la minorité qui était un peu consciente et du coup qui s'améliore de plus en plus, donc qui a commencé à manger halal, après halal garanti, on va dire, et après halal bio pour caricaturer. Sans électronarcose, par exemple. Voilà. Et après bio, carrément avec élevage respectueux de l'animal et de l'environnement. Et de l'autre côté, il y a ceux qui consomment ce qu'on leur donne. Il suffit que même un non-musulman écrit halal dessus pour qu'ils consomment. Et voilà, c'est des gens qui consomment de pire en pire. D'un côté, il y a la majorité, apparemment, enfin, a priori, il y aurait une majorité qui consommerait de pire en pire et une minorité qui consomme de mieux en mieux. Donc, moins et mieux. Wallahu a'lam, ça, on n'a pas fait de statistiques, je pourrais pas te dire, mais c'est l'impression que j'ai en tout cas. Après, en tout cas, en termes de réseau, c'est en train de s'étoffer quand même, hein. Quand on voit sur la page, il y a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de gens qui, d'ailleurs, en termes de territoire, est-ce qu'il y a une région de France où il y a c'est plus actif, où il y a plus de choses? Alors, la première analyse, c'est que c'est d'un point de vue proportion, forcément, c'est le plus actif là où il y a le plus de musulmans, donc c'est la région parisienne. Après, c'est de l'activité plus ou moins virtuelle ou commerciale. Mais après, les gens qui sont convaincus, c'est peut-être peut-être en zone rurale ou province, on va dire, donc en petite ville ou ville à taille humaine. Moi, j'ai l'exemple de Saint-Étienne, où à l'issue d'une conférence qu'on avait faite là-bas, on a créé un groupe, et ce groupe, c'est le plus actif parmi les groupes qu'on a créé à l'issue de conférence. Et du coup, ben, ils ont un jardin partagé, ils discutent régulièrement de permaculture, de leur jardin, etc. Il y a le frère Anis qui m'a rejoint Oui. pour Sakana. Alors ça tombe très bien puisqu'on va parler maintenant de l'association Sakana. Sakana qui est né il n'y a pas très longtemps, hein, je crois. Déjà, pourquoi ce nom? Non. Alors, on va laisser peut-être Anis. Oui, salam Salam alaikum. alaikum. Salam. Salam. Anis, ouais, on était avec Shamsi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis après vous allez nous parler de l'association Sakana. Alors, Anis Benassen, quoi dire de particulier? J'étais chef de projet il n'y a pas longtemps, depuis 2 ans à peu près. Après, j'ai pris conscience de l'importance de la question de l'écologie, de pas mal de choses qui doivent être faites à titre individuel pour moi et pour ma famille, mais aussi pour les gens autour de moi. Donc, du coup, j'ai fait un virage dans ma vie. J'ai fait une certaine rupture avec le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui. Alors, hein. Un petit peu comme Shamsi, oui.
on découvre qu'on est assez nombreux dans ce cas de figure. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, un petit peu un certain mouvement qui prend naissance en ce moment. Voilà. Alors, l'association Sakana, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce nom déjà? Et puis, pourquoi il y a ce petit rond sur le A? Là, pour le coup, je ne sais pas si Shamsi en a parlé un petit peu. Non, là, on vient de commencer Ouais, à parler de d'accord. Sakana. Donc, tu peux le faire ou je peux le faire. Alors, Sakana, pour le coup, en fait, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, chacun va donner un petit peu un angle de vue particulier. Pour moi, Sakana, ça trouve ses origines dans le Coran lui-même et dans la langue arabe. Donc, dans la racine Sakana, ça renvoie vers le soukoun, vers la quiétude, vers la paix, vers aussi Sakan, c'est l'habitat, donc ça renvoie aussi à la notion d'écologie. J'ai découvert à travers Shamsi aussi que ça a un sens au Japon, dans la langue japonaise. En japonais, ça veut dire poisson. Mais la première fois qu'on nous l'a présenté, on nous a dit que ça voulait dire paix. Et en fait, voilà, sur un malentendu, ça nous a plu et du coup, on est resté dessus. Donc, le rond sur le A, c'est une référence au I pour que ça fasse Sakana en même temps. Voilà. D'accord. Ah ouais, moi, j'allais dire, c'est le petit soukoun en arabe. Tout à fait. La voyelle muette. Exactement. Tout à fait. Alors, dites-en-nous plus sur cette association, ses objectifs et de ce que j'ai compris, c'est que ce sont une sorte de collectif, plusieurs associations qui se sont réunies. Ouais, alors juste sur ça, je vais répondre sur la première partie, c'est que ça fait plusieurs années que la page Permaculteur Musulman existe, que moi j'interviens dans différents événements. Et du coup, à travers ces événements, j'ai rencontré pas mal de personnes. Il y a un petit noyau dur qui s'est créé, en particulier lors de l'organisation de l'espace écologie de la rencontre annuelle des musulmans de France. Et lors de l'édition 2019, on a décidé de créer une association. Et donc, je laisse Anis dire la suite. Alors pour le coup, c'est un petit peu ce que Shamsi disait, c'est-à-dire qu'on a découvert lors de l'organisation de la dernière RAF, en 2019, il me semble, on est plusieurs à s'intéresser à la question d'écologie au sein de cette communauté musulmane. Et en même temps, ça reste des individus disparates, chacun dans son coin. Il essaie de faire des choses, certains des voyages qu'on appelle ça, du tourisme écologique. D'autres s'intéressent à la permaculture. Voilà. Donc il y a plein de choses qui commencent à naître dans les esprits des uns des autres. Et en même temps, il y a rien au niveau associatif ou voilà qui regroupe l'ensemble de ces énergies. Shamsi a pensé, on a tous soutenu Shamsi dans cette idée qu'il fallait qu'on se regroupe quelque part pour bosser ensemble. C'est beaucoup plus, on va dire, facile et beaucoup plus logique qu'on fasse ça ensemble. Depuis, on y pense, on y réfléchit, on avance petit à petit dans cette réflexion. Et alhamdoulilah, ça fait quelques mois là maintenant que ça commence à prendre forme. Aujourd'hui, on organise un premier voyage, un petit peu pour fêter cette naissance. Donc, c'est un groupe de personnes, pour faire très simple, qui s'intéressent à l'écologie et qui se basent sur leur foi musulmane pour voir l'écologie d'une façon, je veux dire, particulière dans le sens où elle est beaucoup plus importante que ce que peut voir quelqu'un qui est en dehors de l'islam. Et alors justement, parmi les membres fondateurs, vous êtes tous originaires de la région parisienne ou alors vous avez déjà un petit réseau au niveau national? En fait, il y a une partie qui n'est pas originaire qui habite actuellement en Île-de-France, mais qui n'est pas originaire de la région parisienne. Et il y en a qui sont ailleurs en France. Donc on essaye de se voir de façon physique régulièrement, mais sinon on fait ça on fait des réunions sur les plateformes de type Zoom, Jitsi, etc. Alors justement, maintenant on va parler de votre voyage qui se prépare là. Donc parmi les moyens, alors l'objectif c'est de sensibiliser la communauté sur tout ce qui se met en place autour de l'écologie. Et là, donc vous avez un voyage qui est prévu, que vous avez intitulé ça le Sakana Vélo Tour. Alors dites-nous qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors le principe général, c'est qu'un groupe de personnes, donc des membres de l'asso, mais des personnes du public, c'était ouvert à tous, prennent leur vélo et fassent en gros Paris-Marseille avec des mosquées
en tant que jalon de l'itinéraire, Inch'Allah. Donc, on voit la carte qui s'affiche. Et du coup, l'objectif, c'était… Il y a 4 niveaux d'objectifs. Le premier, il est individuel, que chacun se développe à travers ce voyage. Ensuite, il y a la partie de groupe, que le groupe se renforce, se connaisse mieux et soit plus fort. Troisième niveau, c'est la partie présenter ou raviver l'éthique écologique auprès des musulmans, donc à travers les mosquées, et présenter notre association auprès du public, que ce soit musulman ou non musulman. Donc voilà, globalement. Je ne sais pas si Anis veut compléter. Bon, je vais redire la même chose avec des mots différents, avec les miens. Tout simplement, aujourd'hui, si on s'intéresse à l'écologie, il y a deux choses, hein. D'un côté, on prend conscience que l'écologie n'est pas un détail dans notre vie, ni d'individu, ni de société. Et deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de questions très sérieuses qui se posent par rapport à notre mode de vie actuel. Donc un voyage, c'est un moment dans lequel on peut faire une parenthèse, on peut réfléchir sur tout ça et essayer de trouver ensemble des réponses à ces questions. Parfois juste dans le silence, à l'intérieur de soi, ou parfois dans les discussions qu'on peut avoir tous ensemble. Et donc, du coup, questionner un petit peu notre mode de vie plutôt que de le subir. Et de l'autre côté, un petit peu vivre dans la nature. On parle beaucoup d'écologie, mais l'écologie, en fait, c'est au-delà de quelques images ou quelques vidéos qu'on peut regarder sur Internet. C'est quelque chose de concret, de vivant. Donc, c'est aller à la rencontre de cette écologie-là, des insectes, du soleil, des étoiles, de choses comme ça. Donc, c'est un côté spirituel, ressentir les choses au fond de soi, mais aussi c'est un côté voilà, collectif, des débats, des discussions, des questions, des réponses, et parfois on a besoin d'être rassuré aussi. Donc se retrouver avec des gens ensemble, avec le même objectif, qui est symboliquement ce voyage, et cheminer tous ensemble et avoir le même envie de vivre cette rupture d'une façon un peu plus, comment dire, un peu plus équilibrée, hein, sans que ça soit quelque chose de taxé voilà, taxé de comment dire. Certains voient un petit peu mal ce côté rupture, mais on le ressent tous. Bizarrement, en fait, on se pose tous les mêmes questions par rapport au travail, par rapport au mode de vie. Et voilà, le voyage, en fait, c'est un petit peu le cadre, le cocon dans lequel, en fait, peut-être éventuellement des choses vont naître, Inch'Allah. Alors c'est vrai que c'est très intéressant parce que là vous allez donc voyager à vélo, hein, et on sait très bien qu'un voyage à vélo ça n'a rien à voir par rapport à un voyage en voiture où les gens on les côtoie pas, on passe à toute vitesse et on sent pas les odeurs, les paysages on les zappe. Et ce qui est très intéressant aussi, pardon? On sent pas les côtes. Oui. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que on a l'impression que maintenant, pour communiquer, on est obligé à chaque fois de passer via les réseaux sociaux, hein, comme on est en train de faire là maintenant. Et là, vous allez vraiment approcher les personnes au plus près de là où elles vivent. Et alors justement, votre itinéraire, hein, c'est de Paris à Marseille. Oui. Vous allez vous arrêter tous les jours, comment ça va se passer? Où est-ce que vous allez dormir? Vous êtes combien de participants? Est-ce que vous êtes que des frères ou il y a aussi des sœurs avec vous? Ok, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Donc, premièrement, on va environ faire 2 à 3 mosquées par jour. Donc, environ 50 km et un peu moins de 4 heures par jour. Donc, c'est un rythme assez raisonnable. Du coup, on est mixte, donc environ 5 filles et 5 garçons pour l'instant. Donc là, on part de Paris, mais il y a des gens qui nous rejoignent demain, qui nous rejoignent à Lyon, etc. Il y en a qui vont faire… donc Paris-Marseille, c'est seulement la partie juillet, jusque l'Aïd, Inch'Allah. Mais après, il y aura la partie d'août qui va partir de Marseille, mais qui va aller peut-être dans l'ouest de la France, peut-être en Espagne ou au Portugal. Allah Alem, on verra. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc ça s'arrête pas à Marseille alors, hein? Non, ça c'est la première partie. Ensuite, on va dormir là où on pourra. Donc, on a pris nos tentes. Au pire, on a nos tentes. Mais s'il y a des mosquées, des fidèles, des gens qui sont prêts à nous accueillir. Donc là, on est en confinement, enfin, on est en sortie de confinement et du coup, il y a des mesures de sécurité à observer. Du coup, nous, on accepte de dormir dans des jardins. Le jardin, s'il y a quelqu'un qui a un jardin et qui peut nous laisser poser nos tentes dedans, c'est déjà bien. Le fait qu'on puisse charger nos téléphones, etc., on reste connecté quand même. Donc voilà où on va dormir, voilà un peu notre cadence. Il y a un enfant avec nous de 3 ans.
Donc, il y a un frère qui vient avec son fils, machallah. Inch'Allah. Donc, c'est notre mascotte. Et là, je peux donner une info supplémentaire sur la carte. Donc, on voit en vert. Oui. Donc, la plupart de ce qui est en vert, ce sont des mosquées. Et celles qui sont en vert, donc c'est celles qui sont sur l'itinéraire officiel enfin, c'est une route internationale, européenne, je crois, de vélo, dédiée au vélo. Celles qui sont en orange, c'est des mosquées qui sont entre les deux. Donc, elles sont pas forcément sur un itinéraire officiel. Après, en rouge, j'avais juste mis les mosquées qui avaient vers Lyon. Et en vert, il y a des initiatives écologiques qu'on va visiter. Donc, il y a 2 fermes de notre réseau qu'on va essayer de visiter, Inch'Allah. On va essayer de dormir là-bas, Inch'Allah. Est-ce que tu peux nous dire les noms de ces 2 fermes? Ouais, alors la première, celle qui est vers Vichy, au centre de l'itinéraire, donc ça s'appelle le Jardin des Corps, CO2RES. Donc vous tapez sur Facebook, c'est une page Facebook. Et donc ça, c'est notre frère Abdelmalek qui nous soutient depuis le début, qui est l'un des fondateurs de l'asso, Sakana. Et ensuite, il y a dans le sud, au-dessous d'Avignon, je crois, il y a la ferme à foison. Donc pareil, c'est une page Facebook d'une non-musulmane, mais qui est très investie dans la permaculture. Et du coup, c'est une personne qui nous soutient depuis le début, qui nous défend même parce que tout à l'heure, on parlait de permaculture et de non-musulmans. En fait, il faut savoir que parmi les permaculteurs ou les écologistes, certains sont contre toute forme de dogme, aussi bien l'islam que toute religion. Et du coup, des fois, quand on parle de religion enfin non, une fois, j'avais fait une publication normale, d'un truc qui avait rien à voir avec l'islam. Et cette personne, elle avait partagé dans son groupe, donc non musulman, la publication, et au-dessus de la publication, c'était marqué permaculteur musulman. Et il y avait des gens qui avaient commencé à commenter et critiquer le fait qu'on puisse associer islam et permaculture. Et du coup, elle avait défendu en disant, bah, s'il y a des musulmans qui s'intéressent et qui veulent améliorer leur façon de vivre, ben, on doit s'en réjouir. Donc Oui, voilà, c'est alors que important. on sait très bien que chez les chrétiens ou d'autres confessions, on a également ces mouvements-là qui prônent un mode de vie plus écologique. Il y a carrément le pape qui a écrit sa 2e encyclique sur l'écologie intégrale, où il exhorte tous les catholiques à vivre de façon la plus écologique possible. Et alors justement, au niveau de ces étapes-là, alors déjà, ben, pour ceux et celles qui nous écoutent, hein, si vous reconnaissez dans l'itinéraire votre mosquée de quartier, votre mosquée du coin, eh bien, n'hésitez pas à contacter le ou les responsables et vous rentrez en lien avec l'association Sakana ou les permaculteurs musulmans. On vous mettra le lien en commentaire. Est-ce que vous avez des échos sur certaines mosquées qui vont vous accueillir? Là, il y a déjà 2 fermes qui vont vous accueillir dans leur jardin. Il y a des mosquées qui vous ont répondu ou Pour l'instant, la seule mosquée qui nous a contactés et qui nous a vraiment aidés, c'est la mosquée de Valence. Enfin, des personnes de Valence en tout cas, parce que je crois qu'il y a la mosquée, mais il y a aussi des associations de quartier, etc., qui sont en train de tout organiser pour nous accueillir dans les meilleures conditions, alhamdoulilah. Et justement, ils essayent de nous mettre en contact avec d'autres mosquées je crois, Avignon ou Aix-en-Provence et Marseille. Mais si vous habitez sur l'itinéraire, enfin, si des personnes qui suivent le live habitent proche de l'itinéraire ou même habitent loin mais veulent nous rejoindre, donc n'hésitez pas à nous prévenir. On essaiera de dire à peu près tous les jours où on se situe et notre programme du lendemain. Donc nous, on veut rencontrer des gens, on veut savoir comment ça se passe chez vous, voilà, échanger nos connaissances, acquérir de nouvelles connaissances et partager des moments fraternels, Inch'Allah. Donc, faut pas hésiter à nous contacter, à venir nous rencontrer, à nous accueillir si possible et être nos ambassadeurs auprès de vos mosquées parce que ça, c'est l'idéal. Pouvoir discuter auprès des fidèles, même si c'est en plein air, dans le jardin ou dans le parking, où nous, on se contente de peu. Donc nous, voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est rencontrer les gens, les musulmans, les non-musulmans, les écolos, les non-écolos. ouais. On fait ça pour Alors, l'échange. Exactement, parce que là, je veux insister sur un point, c'est sur le fait de vous recevoir, c'est pas vous apporter quelque chose, même si bien sûr pour vous ça sera bien, mais c'est surtout les gens qui vont vous accueillir, qui vont apprendre des choses, qui vont s'enrichir d'expériences. On sait très bien que lorsqu'on rencontre des personnes
qui viennent d'ailleurs. Et subhanallah, en plus, on accueille des frères et sœurs qu'on ne connaît pas du tout. On le fait pour Dieu. La récompense, elle est énorme à ce moment-là. Et en réalité, les mosquées devraient toutes vous accueillir à bras ouverts, même si on sait que dans la réalité, bon, les mosquées sont ce qu'elles sont, hein, avec leurs difficultés, leurs problèmes de gouvernance, etc. Mais voilà, en tout cas, on lance bien cet appel. Nous, en tout cas, l'Union française des consommateurs musulmans, qui a une section ici sur Lyon, eh bien, on va faire le nécessaire, Inch'Allah, pour vous accueillir. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent entrer en contact avec vous, vu que vous serez toujours en mouvement, comment on fait? Il y a un numéro de téléphone, comment ça se passe? En principe, on a toujours une connexion Internet, donc vaut mieux nous envoyer, nous contacter via Facebook ou Instagram. Donc, soit Permaculteur Musulman, soit Asso Sakana. Asso Sakana, c'est mieux parce qu'on est plusieurs à gérer les comptes. Et du coup, il y a plusieurs personnes. Et il y a des personnes qui sont pas sur la rando, qui restent à Paris. Et du coup, elles auront peut-être plus de réactivité pour répondre. Donc, l'idéal, c'est de faire comme ça. Et au niveau logistique, donc vous avez prévu vos tentes et tout ça, mais pour vous faire à manger, comment ça va se passer? Alors, je vais dire un truc je vais pas répondre à ta question tout de suite, mais je vais dire quelque chose qui est intéressant, je pense. C'est qu'en fait, le voyage, il a déjà commencé pour tout le monde cette semaine en faisant nos affaires. En fait, quand j'ai eu mon premier poste, j'ai travaillé dans la ville de Troyes, et donc j'ai pris une partie de mes affaires qui étaient chez mes parents, je les ai amenées à Troyes. Il y a une grosse partie, peut-être 80% des affaires qui sont restées dans leur carton. Quand je suis parti, j'ai arrêté mon travail d'ingénieur à Troyes, je suis parti étudier à Lille en agricole. J'ai mis tous ces cartons-là, je les ai mis chez mes parents, et je suis parti à Lille avec un seul carton. J'ai tenu 1 an avec un seul carton. Je suis revenu chez mes parents, donc à Sevran dans le 93. Et là, je suis en train de me dire, mais pendant toutes ces années, donc ça fait 5 ans, 6 ans, que j'arrive à vivre avec très peu. Et là, pour la rando, moi, j'ai pris, je sais pas, peut-être 7 ou 9 kilos d'affaires pour l'instant. Donc moi, je suis relativement minimaliste, mais pour tout le groupe, en fait, ça a commencé cette semaine, le voyage, en préparant ses affaires, en se disant, je dois porter ma maison avec moi, mes affaires. Quel choix je dois faire? J'ai pas un espace illimité. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc pour dormir, il y a des tentes, mais Anis il vous le confirmera. Mais quand il avait fait son voyage là, il y a 2 ans, il avait jamais utilisé sa tente. Il dormait toujours à la Belle Étoile. Et il y avait peut-être 50% des choses qu'il avait prises qu'il n'avait pas utilisées. Comment on va manger? On va acheter des choses qu'on va trouver sur notre chemin dans les boutiques. Donc moi j'imagine plutôt des légumes crus qu'on peut manger crus. Il y a des fruits. Il y a après on peut cuisiner. On va cuisiner de temps en temps. On peut acheter des sandwichs. On peut acheter. Voilà, on va essayer de rester écolo et bio. Mais s'il y en a qui ont vraiment un besoin de gras ou de je ne sais quoi, ça sera pas interdit. Je sais pas si tu veux compléter, Anis. Ce voyage, en fait, il est fait pour prendre conscience. Prendre conscience de quoi? Que on n'a pas spécialement besoin d'un frigo, d'une télé, d'un ordinateur, d'un téléphone, de chaises, de tables. Voilà, tout ça, c'est du confort. Il y a le confort, il y a le nécessaire. Et parfois, on confond les deux. Donc là, c'est l'occasion pour revenir sur le nécessaire. Le nécessaire, c'est de savoir où est-ce qu'on va, c'est de profiter des gens avec qui on est, c'est de passer un bon moment, c'est de méditer, c'est pouvoir prier Allah, tu vois, de porter ce lien avec lui dans le cœur. Et quel que soit l'endroit où on va dormir, quelles que soient les choses qu'on va manger, quel que soit le chemin, de quelle façon il sera fait, quel que soit le temps, s'il fait beau, il fait pas beau, on sait comment dire, rebondir, on sait s'adapter à ça, et tout se passera bien. Et parfois, c'est encore meilleur de vivre dans un cadre comme ça qui laisse une grande part à l'imprévu, à des surprises, à des aléas, plutôt que tout soit carré, tout soit déjà planifié, tout soit voilà. Donc on a voulu que le voyage soit comme ça, et je pense que on aura j'espère les avis des gens qui voyagent avec nous pour la première fois. On va filmer ou écouter un petit peu ce qu'ils disent aujourd'hui avant de partir, et leur avis une fois que le voyage sera fait, on sera au bout du chemin.
il y aura des prises de conscience, certainement, à quel point on porte sur notre dos beaucoup de fardeaux, des vêtements, des meubles, des choses, parfois des idées, des certitudes. Et 90%, on peut s'en débarrasser. Et on voyagera plus léger, on profitera plus et on sera plus réceptif à des nouvelles choses qui peuvent survenir sur le chemin. Voilà. Donc, c'est un petit peu le symbole d'une vie, en fait, ce voyage. Donc, l'objectif, c'est de laisser part à l'imprévu et ne pas tout de suite, en fait, dire qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir, et plutôt de se dire ça se passera très bien, malgré tout. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, ça me fait beaucoup penser à ce que vivaient nos anciens lorsqu'ils partaient faire le pèlerinage. Donc, ils voyageaient pendant des mois, et puis c'est exactement ce que vous disiez, avec le minimum. Et voilà, ils rencontraient les gens sur la route, et parfois ils étaient invités, parfois. Et subhanallah, c'est vrai qu'on est dans un cas de figure où on est envahi par tout ce surplus de confort à Nice, comme tu disais, de choses qui sont pas du tout nécessaires et qui sont devenues pour nous une sorte d'addiction. Et c'est vrai que ce voyage-là que vous allez faire va, Inch'Allah, beaucoup vous transformer, même si vous l'êtes déjà un peu quelque part. Mais surtout, les gens que vous allez rencontrer, j'espère que ça va beaucoup les sensibiliser. Sinon, alors, il y a quand même une autre question, c'est sur qu'est-ce que vous attendez des personnes que vous allez rencontrer en quelque sorte, même si vous l'avez déjà un petit peu dit, en termes d'échange, en termes de... Qu'est-ce que vous allez leur dire, vous Ça va dépendre du profil de la personne. Si la personne, en fait, parfois on rencontre des gens en croyant que c'est nous qui allons leur apporter, en fait, c'est eux. Parce que les personnes qui sont dans cette dynamique d'accueillir l'autre, en fait, c'est des personnes qui ont de l'expérience et qui ont fait ça, qui ont fait ce qu'on fait avant nous, avant et il y a très longtemps. Et donc, nous, on croit qu'on va leur dire ce qu'on fait, mais en fait, c'est eux qui nous font découvrir la vie et nous font découvrir une facette qu'on connaissait pas ou qu'on n'avait jamais aperçue. Donc, il y a déjà cette partie à prendre en compte dans le sens où nous, on veut bien partager des choses et nos connaissances, mais on sait très bien que ce sont surtout les autres qui vont nous apporter, Inch'Allah. Ensuite, si la personne, elle est déjà convaincue, donc là, je sais pas s'il y aura beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y en aura quand même, mais faut pas que ça reste que de la parole. Faut aussi que ça se transforme en acte, en projet, Inch'Allah, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la communauté se développe, que les gens se développent. En fait, c'est le concept d'Ihsan ou de viser l'excellence, de se dire voilà, on a un niveau aujourd'hui de mode de vie, de consommation, etc. Et demain, comment faire pour être meilleur. Aussi du point de vue spirituel, ma pratique religieuse, à quel niveau elle se situe, quelle est ma relation avec Allah, quelle est ma relation avec la création. Donc c'est tout ça à prendre en compte et il faut que ces échanges avec les personnes, ça nous permette à tous de nous élever et de nous rapprocher d'Allah. Et justement, alors, Sakana vient de naître depuis quelques mois, c'est ça? Là, c'est votre premier grand événement pour se présenter. Quelle perspective vous avez au niveau de l'association? Est-ce que vous comptez faire, je sais pas moi, des conférences ou monter des sections locales, par exemple? Alors les conférences, ça c'est facile puisque c'est un peu ce qu'on faisait avec permaculteurs musulmans depuis quelques années. Les sections locales aussi, on aimerait bien, mais justement c'est l'un des intérêts d'avoir créé une association officielle. Donc on n'a pas encore déposé les statuts, mais on compte le faire prochainement, Inch'Allah. Et quand on aura une association, on pourra avoir des sections un peu comme le FCM le fait. Il y a d'autres événements qu'on aimerait mettre en place, d'autres randos vélo, d'autres voyages. Continuer si possible la rencontre annuelle des musulmans de France et organiser d'autres rencontres, des rencontres autour de l'agriculture, des reconversions professionnelles, de l'installation en zone rurale ou l'installation agricole. Voilà un peu sur l'éducation, comment lier éducation et nature. Il y a plein de thématiques intéressantes, il y a plein de projets possibles. Donc voilà, quand on l'aura défini un peu plus d'un point de vue temporel, on communiquera dessus, Inch'Allah.
Inch'Allah. En tout cas, sachez qu'à l'UFCM, hein, on est partant pour travailler avec vous. On a beaucoup de points communs et donc on est très attentif à ce que vous allez faire et à votre vélo tour. De ce que j'ai compris, Anis disait, il va y avoir une sorte de petit reportage qui va être fait, mais chaque jour, on va pouvoir vous suivre aussi, hein, c'est ça? Vous mettrez ça sous forme de texte, de photos ou comment ça va se dérouler? On va varier les formats. Il y aura un petit peu de tout, des photos, quelques vidéos, quelques textes, partager un petit peu avec les gens pour qu'ils puissent vivre avec nous virtuellement le voyage, pour justement leur donner envie de vivre réellement le voyage avec nous la prochaine fois, Inch'Allah, dès que c'est possible. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, de voir tous, y compris vous, personnellement, avec nous, dans un voyage. C'est ça qu'on veut, au final. Inch'Allah, bah déjà, on sera très content de vous accueillir hein, quand vous serez de passage dans la région lyonnaise ou marseillaise, hein, puisque le frère qui s'occupe de la technique, Malek, est lui de Marseille. Alors, je vois que l'heure avance pas mal et je pense que vous êtes pas mal occupé pour préparer votre voyage qui commence dès demain matin, c'est ça, hein, vous décollez? Ah là, ouais, on décolle demain matin. D'accord, bah écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps. Barakallahu fikoum, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions durant cet entretien. Voilà. On va partager, Inch'Allah, votre périple. Encore une fois, on lance un appel à toutes celles et tous ceux qui nous ont entendus et qui habitent dans les différentes villes de la traversée, de rentrer en contact avec vous pour vous rencontrer et pourquoi pas même vous accueillir. Et, euh, et en tout cas, ben, Inch'Allah, on vous souhaite un très bon voyage, qu'Allah vous préserve et puis vous permette d'atteindre vos objectifs, qui vous fasse vivre de bonnes rencontres et qui vous récompense grandement pour cette initiative très courageuse, machallah. Voilà, donc on va clore ici. Barakallahu fikoum. Voilà. Reposez-vous bien pour demain, prenez des forces et qu'Allah vous accompagne, Inch'Allah. Amin, barakallahu fik. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم à très bientôt pour une autre émission Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykoum salam.